Shalom et merci d'être Lumière du Monde Télévision. L'excellence est encore au rendez-vous sur votre télévision. Elview, l'émission consacrée, vous le savez désormais, à l'élite sur Lumière du Monde Télévision, reçoit un invité et non des moindres, monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas en République de Côte d'Ivoire, son Excellence Jeroen Kel de Royce, avec qui nous allons parler de la coopération, des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. Et nous ouvrirons naturellement une lucarne sur les atouts économiques, touristiques et culturels du Royaume des Pays-Bas. Excellence, Shalom. Merci beaucoup. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau de Elview. Merci pour l'invitation, je suis très honoré. Voilà, et nous savons très occupés entre deux dossiers diplomatiques. Vous avez eu le temps pour Lumière du Monde Télévision. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment ça se dit bienvenue en néerlandais? On peut dire goedendag, ou dans le matin, goedemorgen. Voilà. Alors donc, bienvenue. Chez nous, c'est Akwaba ou encore Ayuka. Voilà, soyez le bienvenu sur notre plateau. Alors, vous le constatez, la parité est fortement respectée sur ce plateau. Deux hommes, deux femmes. Je m'en vais donc vous présenter mes consoeurs avec qui nous allons avoir cet entretien. Vous avez Ivan Segui, présentatrice sur Lumière du Monde Télévision. Elle présente le journal télévisé. Son Excellence, bonsoir. Merci beaucoup. Et bienvenue à Lumière du Monde Télévision. Merci beaucoup. Juste à côté d'elle, un visage qui ouvre les programmes de Lumière du Monde Télévision tous les matins. Il s'agit de Priska Malan. Bonjour Excellence, bienvenue. Bonjour Madame, merci. Voilà, le décor est planté. Excellence, nous allons nous atteler à faire mieux connaissance avec vous. Et nous allons faire appel à Ivan qui va se peler de présenter votre biographie. Jeroen Kel de Royce, notre invité du jour, est né le 16 mars 1975. En juillet 2001, il exerce en tant que deuxième secrétaire affaires politiques, économiques et culturelles à Belgrade, en Serbie et Monténégro jusqu'au mois d'août 2005. Après son départ de ces pays, direction Téhéran, en Iran, où il travaille au poste de deuxième secrétaire et chef des affaires économiques et culturelles à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas d'août 2005 à février 2007. Nommé premier secrétaire et chef des affaires politiques et de la coopération à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Bujumbura, au Burundi, de février 2007 à mai 2009. Il est ensuite expert technique au département des États fragiles à la Banque africaine de développement à Tunis, en Tunisie, de mai 2009 à août 2010. Travailleur chevronné et infatigable, son Excellence Jeroen Kel de Royce est nommé coordinateur des politiques à la Direction générale des relations internationales au ministère de l'économie, de l'agriculture et de l'innovation à La Haye, aux Pays-Bas, durant 2 ans, du mois d'août 2010 à août 2012. En août 2012 jusqu'en juillet 2014, c'est le retour à l'étranger en tant que chef du bureau de liaison à l'ambassade à Erbil et à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Bagdad, en Irak. Août 2019 à août 2023, il travaille au poste de chef du département de la société civile et de l'éducation au ministère des Affaires étrangères à La Haye, aux Pays-Bas. La même année 2023, Jeroen Kel de Royce est nommé ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Il nous fait l'honneur ce jour d'être sur le plateau de Elview, notre émission d'échange. Mesdames et messieurs, voici présenté l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Jeroen Kel de Royce. Excellence, on a parcouru votre biographie. Les éléments ajoutés certainement? Oui, j'étais aussi basé en Turquie, à Ankara, et aussi à Sud-Soudan, Djouba, où j'étais ambassadeur adjoint à ce moment-là. Donc, beaucoup de pays, beaucoup de voyages. Et maintenant, je suis ici, à Babi, à Abidjan, ah, oui, voilà. n'est-ce pas? Alors, c'est un parcours quand même élogieux, très impressionnant. Oui. D'où est-ce que vous tirez toutes ces ressources pour être nommé aussi constamment dans votre carrière? Ben, c'est pas. Ouais, chaque année, il y a des vacatures, on peut postuler, et si vous avez la chance et l'expérience, le ministère peut vous nommer dans un certain poste. Et dernièrement, pour ce poste de l'ambassadeur ici à Abidjan,
J'ai été nommé par le gouvernement de Pays-Bas et en fait officiellement par le roi qui m'a donné ces lettres de créance que j'ai données à son Excellence, votre président, M. Ouattara. On voit que ce n'est pas votre premier pays africain, vous avez fait le Rwanda également. Burundi Le et Burundi. Tunisie et Sud-Soudan. Ouais. Et depuis 2023, vous êtes en Côte d'Ivoire, cela fait 1 an. Comment est-ce que vous trouvez cette légendaire hospitalité ivoirienne? Oui, non, je suis arrivé 14 août 2023, donc maintenant il fait 7 mois. Je suis très content d'être ici, les gens sont très chaleureux, le gouvernement est très accueillant et notre relation bilatérale est très forte et on voit aussi beaucoup des opportunités pour en fait encore élargir nos relations dans différents domaines en fait. Donc je suis très content ici et comme vous avez dit, les Ivoiriens sont très accueillants et bien sûr on a vu ça aussi pendant la CAN, n'est-ce pas, où tout le monde a vu la chaleur, de l'hospitalité ivoirienne, c'est bien oui, cela. Oui. Son Excellence, vous venez de dire que les Ivoiriens sont très chaleureux, hospitaliers. Vous avez certainement pu vous offrir, malgré vos énormes occupations, de petites balades pour découvrir le tourisme ivoirien. Si oui, où êtes-vous allé et que retenez-vous des sites visités? Oui, non, merci beaucoup. Non, j'ai visité, ma famille est venue aussi pour me visiter pendant le jour de Noël, en fait. Et on a visité Yamoussoukro, on a visité le parc Banco, on a visité Grand Bassam. Et même la semaine passée, j'étais à Assini. Donc, j'ai vu quelques endroits déjà, Jacquesville, la plage là-bas. Donc, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Donc, on a encore le temps pour visiter beaucoup des autres régions aussi. Oui. Alors, Excellence, on va parler un petit peu de géographie. Votre pays est nommé de diverses manières. Alors, on dit Pays-Bas, Hollande, Néerlande. Alors, quelle est l'histoire derrière qui explique tous ces noms, sachant que c'est un même drapeau et le même peuple? Oui, en fait, le Pays-Bas, c'est un pays qui consiste de 4 pays, en fait. C'est le pays en Europe, les Pays-Bas, mais aussi il y a des pays dans la Caraïbe, en fait. Curaçao, par exemple, Aruba, Saint-Martin. Donc, ce sont des pays qui sont loin des pays européens, mais ça fait partie de notre royaume. Et le pays consiste de 12 provinces en Hollande, en Europe. Et moi, je viens de province de Friesland. Ça veut dire que moi, étant frison, je n'aime pas quand les gens disent la Hollande, parce que la Hollande, en fait, c'est deux provinces de Pays-Bas. Et malgré ça consiste de 12. Donc, la correcte expression, c'est les Pays-Bas, the Netherlands, en anglais. Mais vous connaissez bien ici le nom hollandais parce que c'est la wax hollandaise, par exemple, tout le monde connaît ici. Donc, c'est pour ça, la Hollande, c'est très connu. Mais depuis aujourd'hui, on va dire les Pays-Bas. Alors, Excellence, on parle des Pays-Bas. Quels sont donc, vous avez cité, mais j'aimerais vraiment que vous insistiez sur tout ce qui consiste à dire les Pays-Bas, tout ce qui est les pays qui composent en fait les Pays-Bas. Oui. Donc, comme je dis, il y a 12 provinces. Ce n'est pas un pays très grand, en fait, et c'est circulé par l'eau, par la mer et tout ça. Donc, les Pays-Bas, ça veut dire que c'est vraiment un pays. En bas, ça veut dire qu'on doit se protéger contre la mer. Donc, on a créé beaucoup de digues, de barrages pour éviter que le pays sera pris par l'eau, en fait. Donc, c'est pour ça aussi le Pays-Bas. Donc, c'est ça. Alors, votre pays est situé au nord-ouest de l'Europe, réputé pour avoir un paysage assez plat. Quels sont les avantages de ce type spécifique de géographie? Oui, moi, personnellement, j'aime beaucoup les montagnes, mais comme vous avez dit, la plus haute montagne aux Pays-Bas, c'est 300 mètres seulement au sud. Mais l'avantage, c'est bien sûr, on peut prendre le vélo partout. Donc, les Néerlandais aiment prendre le vélo pour aller au travail, pour faire la visite en week-end et tout ça. Donc, ça facilite aussi des choses, mais aussi dans le cadre de l'infrastructure, de construction, tout ça, c'est plus facile de construire les choses quand tout le pays est plat. Mais aussi le secteur d'agriculture, par exemple, c'est plus facile quand tout est plat et on a cultivé.
Merci, Excellence. À présent, nous allons parler économie et environnement. L'on parle donc d'économie, comme je le disais. Votre pays est doté d'une ouverture maritime avec deux grands ports, dont celui de Rotterdam. Ce port est au cœur des échanges mondiaux et s'impose comme la principale porte d'entrée de l'Europe en termes d'échange de marchandises. Selon vous, qu'est-ce qui explique la performance du port de Rotterdam? Oui, non, le Rotterdam, c'est en fait le port d'entrée pour toute l'Europe. L'année passée, on a reçu, je crois, 439 millions de tonnes de marchandises par le port de Rotterdam. Nous avons aussi le port d'Amsterdam qui est très important aussi pour le Côte d'Ivoire parce qu'une grande partie de votre cacao arrive au port d'Amsterdam, en fait, pour traverser le monde. Donc, les ports sont très importants. Nous sommes un pays qui est très bien organisé dans la manière transport, infrastructure, tout ça. Et ça date déjà du 14e siècle, en fait, où les Néerlandais ont voyagé le monde pour faire le business, pour faire le commerce partout, aussi ici en Côte d'Ivoire. Donc, un port très important, même seulement pas pour le Pays-Bas, mais aussi pour le reste de l'Europe, qui profite de l'entrée de ce port de Rotterdam. Alors, nous l'avons dit, le port de Rotterdam est l'un des poumons économiques de votre pays, mais ce port, les chiffres publiés en 2023 montrent qu'il y a eu un recul en termes de production, plus de 6% en 2023 par rapport à 2022. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chute? Oui, ben, on reste très optimiste quand même, mais on voit le chiffre et on voit que vraiment ça baissait un petit peu. C'est à cause, je crois, la crise de Covid mondiale qu'on a vue, qui a affecté le commerce international, mais aussi les attaques dans la mer Rouge, qui a aussi évité le transport de beaucoup de bateaux là-bas. Et en général, bien sûr, avec la crise en Ukraine et tout ça, tout le monde entier est affecté par cette crise économique et géopolitique. Donc, on espère que ça va pas continuer, mais l'économie est encore très forte aux Pays-Bas. Mais vous avez raison, on avait une petite baisse de 6,1%, je crois, dans l'année 2022. Oui. Alors donc, vous expliquez cette baisse par l'insécurité aujourd'hui en mer et aussi la Covid qui a frappé le monde entier. Nous restons toujours dans l'économie. Le PIB de votre pays est généré par le commerce international, est tourné vers l'exportation. 40% des produits de votre économie sont tournés vers l'exportation. Quels sont les principaux produits que vous exportez? Oui, ben, les Pays-Bas sont très connus pour les produits agricoles. C'est aussi pourquoi ici en Côte d'Ivoire, on voulait partager notre savoir-faire dans la matière agricole pour vraiment assister aussi en Côte d'Ivoire de développer le secteur horticole, pas seulement le cacao, mais aussi on peut produire ici beaucoup d'autres produits. Donc le Pays-Bas a beaucoup d'expérience dans le secteur agricole et on veut aussi partager ça avec Côte d'Ivoire et la région. Il y a beaucoup d'autres produits, les œufs, la viande et les produits pharmaceutiques, énergiques et tout ça. Donc, mais le Pays-Bas est surtout très connu pour les produits agricoles. Voilà. Alors, en 2020, la chaude période du Brexit a emmené un des poumons de l'économie européenne à sortir de l'Union européenne. Il s'agit du Royaume-Uni. Et du coup, plus de 40 entreprises britanniques ont aménagé dans votre pays. Qu'est-ce qu'ils fuyaient au Royaume-Uni et qu'est-ce qu'ils espéraient gagner au Royaume des Pays-Bas? Oui, bien sûr, même s'ils ont quitté l'Union européenne, nous sommes encore des forts amis des Anglais. Donc, ça reste toujours. Mais ça a affecté leur économie et aussi beaucoup des entreprises qui étaient basées à Londres, par exemple, ils ont déménagé à Amsterdam ou des autres villes aux Pays-Bas. Pour nous, c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup d'ajouts à notre économie. Et ils ont attiré par l'infrastructure néerlandaise, par le port, le transport qui est très
bien organisé, pas seulement le port, mais aussi Schiphol Airport, un très grand hub en Europe pour les avions. Donc, beaucoup des entreprises sont changées de Londres à Amsterdam pour profiter de cette infrastructure. Donc, aussi, on a des facilités pour les entreprises et pour leur personnel quand ils s'installent aux Pays-Bas. Donc, on peut parler de taxes et des choses comme ça pour attirer vraiment des entrepreneurs internationaux de se baser aux Pays-Bas. Donc, est-ce que cet aménagement a participé à l'éclosion de l'économie des Pays-Bas? Oui, je crois oui. Je n'ai pas le chiffre exact, mais oui, on ne peut pas nier que l'arrivée de ces entreprises a vraiment créé beaucoup d'emplois aux Pays-Bas et aussi a ajouté beaucoup de valeur à notre économie. Donc, oui. Donc, ça a un effet positif pour nous de Brexit, en fait. À l'autre côté, il y a aussi beaucoup de défis encore parce que si on n'a pas un marché libéré, donc il y a beaucoup plus de contrôle à la frontière et tout ça. Donc ça a ajouté beaucoup de travail pour nos transportateurs. Donc il n'y a pas seulement des choses positives pour cette Brexit. Oui, donc ça prend plus de temps pour le transporteur d'exporter leurs produits en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui. Les entreprises britanniques, à la suite du Brexit, vont aux Pays-Bas. Quelle a été l'offre qui a attiré véritablement ces entreprises britanniques suite au Brexit? Oui, donc comme j'ai dit, c'est l'infrastructure, le port, l'aéroport Schiphol à Amsterdam, la facilitation de taxes pour les entrepreneurs internationaux qui veulent s'installer aux Pays-Bas. Les Néerlandais parlent anglais. La plupart des gens parlent l'anglais, donc ça aussi c'est très facile pour les entrepreneurs britanniques de s'installer parce que tout le monde connaît leur langue. Donc ce sont des choses comme ça qui ont des entrées. Oui. Excellence, 4 ans après le Brexit, comment se porte l'économie dans l'Union européenne dans sa globalité? Comment se porte-t-elle? Oui, donc il y a beaucoup de produits qui sont touchés par ce changement, par exemple dans les produits pharmaceutiques, les marchandises, les véhicules routiers, ils ont été durement touchés par cette Brexit. Et bien sûr, les relations commerciales sont détériorées entre nos pays et entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en général. Donc les entreprises européennes aussi ont réduit leur investissement au Royaume-Uni après le Brexit. Donc c'est clair que ce n'était pas seulement positif pour les Anglais de quitter l'Union européenne. On peut dire ça. Son Excellence, parlons à présent environnement. Pour la première fois, les textes d'une conférence sur le climat, notamment la COP28, qui s'est tenue à Dubaï en décembre dernier, appellent à une transition hors des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Croyez-vous possible cette transition énergétique décidée à Dubaï dans un monde de consommation basé sur l'activité industrielle? Oui, non, merci pour la question. Le changement climatique nous touche tout le monde, comme individu, comme pays, le monde entier. Donc aussi, nous sommes responsables ensemble de changer cela. Bien sûr, un pays comme les Pays-Bas a bien profité de révolution industrielle, plus peut-être que les pays africains. Donc il y a des choses qu'on doit changer ensemble pour que tout le monde profite des innovations climatiques aussi. Donc, on a une politique forte aux Pays-Bas pour ajouter dans cette innovation pour changer le climat. Ce n'est pas facile parce que ça doit aussi, ça nous force aussi comme individus de changer notre comportement. Donc, ce sont des entreprises qui doivent changer leur manière de travailler, mais c'est aussi le consommateur comme vous et moi qui doit changer notre consommation, notre manière de vivre. Donc, tout le monde peut assister. Par exemple, à l'ambassade, on va vraiment évaluer notre comportement au sein de notre bureau. Par exemple, la climatisation, la manière de
de manger. Par exemple, pendant notre cocktail à la résidence, on va changer tout le canapé dans la manière végétarienne. Parce que si tout le monde continue à prendre trop de viande, ça a une grande influence sur le climat. Bien sûr, on a aussi aux Pays-Bas dans un changement fort de l'électrification de nos voitures. Ça n'existe pas encore ici, mais l'infrastructure est vraiment en train de changer pour soutenir les voitures électriques. Donc, les choses comme ça commence et c'est très important. Et aussi, on a le programme pour assister les pays en Global South, dans le sud, pour adapter à le changement climatique. Parce qu'on comprend aussi qu'on doit faire ça ensemble et on va être partenaire avec les pays africains aussi pour contribuer à la nécessité de changement climatique. Donc, voilà, aussi dans l'économie circulaire, la biodiversité, toutes ces choses comme ça, dans le secteur agricole qui est très important chez nous aussi, mais chez vous, on essaie de promouvoir les innovations pour contribuer à ce changement climatique. Merci, Excellence. Et nous abordons à présent le volet coopération entre votre pays et la Côte d'Ivoire. Parlons déjà de commerce. Du commerce. Alors, Excellence, vous êtes un pays dont l'économie est principalement basée sur le commerce. Comment se présente justement la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas? Oui, comme je dis, nous sommes des partenaires forts dans la matière économique. Les Pays-Bas est le premier importateur de cacao de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes un partenaire important pour la Côte d'Ivoire. Mais à côté de ça, on essaie aussi de chercher des autres manières de coopérer et aussi contribuer à la transformation locale, qui est très important pour le gouvernement ivoirien. Donc, on essaie aussi de contribuer à cette transformation locale pour voir qu'une partie de chaînes de production sera implantée ici et pas à l'extérieur. C'est aussi bon pour le climat et tout ça. Donc, on essaie aussi de créer des innovations dans la chaîne de valeur, par exemple, de cacao, mais aussi des autres produits. J'ai déjà dit la horticulture. On va essayer de contribuer à le développement du secteur horticulture parce que c'est un peu bizarre que les Ivoiriens importent les oignons des Pays-Bas, par exemple, parce qu'ici aussi, il y a un bon climat. On peut aussi essayer de produire ces produits comme l'oignon, la tomate, le concombre, tout ça, ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut s'adapter à la climat, mais ce n'est pas impossible. Donc, on a beaucoup de programmes ici, beaucoup d'idées pour partager avec les Ivoiriens comment vraiment renforcer l'économie locale ivoirienne. D'accord, Excellence. Alors, nous allons toujours rester dans l'agriculture. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et votre pays est le plus grand importateur de fèves de cacao de Côte d'Ivoire. Avez-vous, au centre de la politique de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, une politique d'aide au développement de cette agriculture, parlant notamment du développement de la production du cacao? Oui, donc vraiment dans notre politique, on cherche la relation gagnant-gagnant. Ça veut dire et les Ivoiriens et les Néerlandais doivent profiter de tout ce qu'on fait ici. Donc dans le cadre de cacao, oui, nous sommes de grands importateurs de cacao, mais aussi on comprend qu'on peut ajouter plus de valeur dans ce secteur ici. Donc on n'a pas seulement le fèvre de cacao qu'on peut utiliser, mais aussi les autres parties de produits de fèvre de cacao qu'on peut utiliser pour créer de l'énergie. Il y a un entrepreneur néerlandais qui fait maintenant des boissons de cacao. Donc, il y a beaucoup d'autres produits qu'on peut créer de cacao ici en Côte d'Ivoire. Mais aussi le fertilisant ou le combustible à partir des coques de cacao. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, mais aussi les agences gouvernementales des Pays-Bas qui sont ici pour assister avec cela. Donc, gagnant-gagnant, aider où qu'on peut pour le bénéfice de tout le monde, en fait. Et vous pensez également aussi à
à l'industrialisation de notre cacao? Oui, c'est ça. Donc, c'est pas seulement les Pays-Bas, hein, c'est d'autres pays aussi qui assistent avec ça. Mais nous sommes en train de créer un programme pilote pour vraiment montrer qu'une grande partie de chaîne de valeur de cacao peut rester ici en Côte d'Ivoire. Oui. Okay. Donc, on est en train de créer un projet avec des producteurs ici dans le Soubré, je crois, la région Soubré. Soubré, c'est dans le sud-ouest, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, pour montrer quels sont les défis pour créer vraiment une transformation locale et comment on peut assister avec créer ça. On ne va pas changer tout dans quelques années parce que... Alors, ça se passe comment? Vous avez de la compétence qui vient former nos ingénieurs, nos techniciens sur place? Oui. Mais aussi, il y a beaucoup de savoir-faire ici en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas seulement les Néerlandais qui ont ce savoir-faire. Mais ensemble, on peut créer des changements et on peut assister ensemble pour cette transformation locale qui est très importante, surtout aussi pour les producteurs. Parce que on veut aussi assister les producteurs de la base pour vraiment obtenir des revenus durables, en fait. C'est cela. Oui. Donc, c'est une mutualisation des compétences entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire, on le sait, est le premier producteur mondial de cacao. Vous êtes le premier importateur de fèves de cacao ivoirien dans le monde. Est-ce qu'en dehors du cacao, votre pays importe d'autres produits ivoiriens? Si oui, lesquels? Oui, je crois le produit horticole aussi. Nous sommes aussi en train de développer la relation dans le domaine des ports. On a signé un protocole d'accord de 300 millions d'euros l'année passée pendant le grand salon agricole, le Sahara, pour développer aussi les échanges infrastructurels, le port de San Pedro par exemple, mais aussi agiter avec le secteur de santé, sanitation de l'eau et tout ça. Donc il y a plusieurs domaines où on travaille ensemble. Il y a des importations, mais aussi des exports, bien sûr. L'exportation de produits néerlandais envers la Côte d'Ivoire était 304 millions d'euros en 2021. Donc, ça va de deux côtés. On importe et on exporte aussi. Donc, je crois en total, il reste encore beaucoup à développer, mais il y a beaucoup de potentiel pour... Alors, Excellence, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire importe de vous? Il y a plusieurs aussi les produits horticoles, mais aussi les pharmaceutiques, les produits chimiques, les produits de pétrole et tout ça. Donc, il y a plusieurs produits qui viennent ici que les Ivoiriens ont besoin, oui. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait savoir à combien est estimé le tonnage annuel des échanges entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas? Ben, je n'ai pas la figure exacte, mais comme je dis, l'export, c'est 304 millions d'euros qui, en 2021, a exporté de Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Et ces échanges sont au bénéfice de la Côte d'Ivoire, de votre pays? Bien sûr, oui, ça va de deux côtés, bien sûr. Oui. Comment? Ça va de deux côtés. Hein, okay. C'est équilibré, en fait. Oui. Ben, on peut toujours faire mieux, mais oui. Alors, nous le disions, votre pays est doté du port de Rotterdam, le plus grand port, le port le plus important en Europe. Vous avez également le port d'Amsterdam, donc deux grands ports qui font l'essentiel de votre économie. La Côte d'Ivoire est également dotée de deux ports, le port d'Abidjan et celui de San Pedro, qui sont également des ports très importants dans les échanges commerciaux en Afrique et même dans le monde. Alors, comment est-ce que est gérée cette coopération entre ces deux ports? Est-ce qu'il y a des échanges? Quelle politique est mise sur place pour que ces deux ports, ces quatre ports, j'allais dire, puissent coopérer ensemble pour le bonheur de l'économie des deux pays? Non, bien sûr, cette coopération date depuis longtemps et il y a beaucoup d'échanges. Il y avait récemment une équipe de port de San Pedro et de port d'Abidjan qui sont visités les Pays-Bas pour en fait discuter exactement cela, comment on peut encore travailler plus étroitement ensemble. Bien sûr, ce n'est pas seulement le port de Pays-Bas, aussi d'Anvers et des autres pays dans le monde, mais
Amsterdam, comme vous avez dit, ça reste très important pour le Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là pour échanger, ça existe déjà. Et aussi, on a des programmes pour vraiment aussi assister avec le développement et l'élargissement de ces ports ici en Côte d'Ivoire. San Pedro, Abidjan, oui, tous les deux. D'accord, Excellence. Son Excellence, nous allons aborder à présent le volet éducation. Comment se présente le système éducatif néerlandais? Oui, donc je crois que le système aux Pays-Bas est un peu différent comme en France, par exemple, et le système que vous avez habitué ici. Donc, nos enfants commencent leur éducation à l'âge de 4 ans. Et après, c'est l'école primaire, c'est l'école secondaire. Et tout le monde est obligé de rester à l'école jusqu'à 16 ans. Mais la plupart continuent pour les éducations polytechniques ou universitaires, ou même après l'université, le postdoc. Donc, nous avons un système éducatif très fort qui attire aussi beaucoup des étudiants internationaux, parce qu'aussi beaucoup de nos cours à l'université sont en anglais. Donc, ça facilite aussi des courses et d'attractions pour les autres étudiants. Donc, c'est assez fort. On a aussi des facilités pour les étudiants internationaux. Et on est en train de lancer un nouveau programme cette année pour faciliter les échanges éducationnels entre nos deux pays aussi. Mais ça sera plutôt dans le domaine polytechnique. Et ça seront par exemple les bourses ou les échanges éducatifs pour les gens qui sont dans l'université polytechnique et tout ça. Ça pourrait être aux Pays-Bas, mais aussi dans la région. Ce programme est encore en train d'être développé, donc peut-être une prochaine fois, je pourrais plus en détail expliquer ce nouvel programme qui est très intéressant pour les étudiants ivoiriens aussi. Oui. Alors, Excellence, si tu permets, Ivan, est-ce que l'État accompagne les couches les plus financièrement, économiquement faibles dans l'éducation de leurs enfants? Si oui, c'est comment ça se passe? Aux Pays-Bas, vous voulez dire? Oui. Oui, est-ce qu'il y a une politique sociale pour la scolarisation? Oui, donc nous avons une politique sociale de solidarité, en fait. Donc, tout le monde paye les taxes et cet argent est bien sûr doté à développer le secteur de la santé, mais aussi de l'éducation, bien sûr. Une grande partie de notre budget gouvernemental va exactement à l'éducation et la santé. Donc, tout le monde contribue et le système est en fait ouvert à tout le monde. Donc, soit vous êtes plus de moyens ou moins de moyens, vous êtes tous capables d'entrer le système scolaire jusqu'à la fin de l'université, en fait. D'accord, excellent. Merci beaucoup. Comme vous le disiez, l'éducation, c'est quelque chose de très important et il y a pas mal de projets entre nos deux pays. Donc, comment est-ce que les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire coopèrent à ce sujet? Oui, merci pour la question. Donc, nous avons divers programmes pour renforcer la capacité des jeunes en Côte d'Ivoire. Par exemple, nous avons un programme Hortivoire, qui est un centre de formation à la production horticole en fait. Depuis 2021 avec l'école INF PA à Thiébessou. Et déjà à ce jour, plus de 180 jeunes ont été formés dans ce projet. Et après cette formation, ces étudiants peuvent lancer leurs entrepreneuriats et créer des entreprises. Nous avons aussi le programme Orange Corners, qui facilite des jeunes entrepreneurs qui avaient... Orange Corners dont nous allons parler tout à l'heure. Oui. Nous avons un chapitre important sur cette initiative. Oui, c'est une initiative pour vraiment assister les jeunes entrepreneurs qui ont des innovations dans différents domaines pour renforcer leur capacité de vraiment créer une entreprise qui est durable et beaucoup de produits que vous trouvez dans le marché ici en Côte d'Ivoire viennent de ce projet en fait. Donc, des centaines d'entrepreneurs sont déjà formés par ce programme Orange Corners. Et parce que c'est un grand succès, on a démarré la deuxième phase maintenant, qui se concentre surtout sur l'innovation dans le domaine de l'horticulture, cacao et agricole en général.
Donc nous sommes très fiers d'être partenaires de ce projet ici en Côte d'Ivoire. Excellence, offrez-vous des stages, des bourses aux étudiants ivoiriens qui aimeraient étudier dans votre pays? Si le jeune étudiant ivoirien veut étudier aux Pays-Bas, il y a des possibilités. S'ils n'ont pas le moyen de faire ça, il existait des bourses, mais comme j'ai dit avant, on est en train d'ouvrir un nouveau programme qui est plus trop spécialisé dans le polytechnique et dans le domaine horticole et agricole en général. Donc c'est plus focalisé sur quelques domaines pour que ça ajoute aussi dans les autres domaines de coopération qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Donc oui, ça existe, mais ce n'est pas très grand. Donc c'est très focalisé sur certains secteurs. Mais ce programme va être lancé cette année, on espère. Oui. D'accord. D'accord, je pense que l'excellence a répondu à la question de la bourse. Hein, donc, on va aller directement à cette question-là. L'adéquation en emploi-formation est une véritable équation sur nos tropiques. Dans le cadre de la coopération avec vos entreprises en Côte d'Ivoire, est-ce que vous offrez des facilités aux jeunes diplômés ivoiriens? Oui, donc nous avons une trentaine d'entreprises néerlandaises qui sont installées maintenant ici en Côte d'Ivoire. Ça a bien sûr créé beaucoup d'emplois. Et aussi, comme j'ai vu dans quelques entreprises que j'ai visitées, ici à Abidjan, il a aussi donné beaucoup d'opportunités pour les stagiaires, pour les jeunes, pour apprendre un nouvel emploi. Donc oui, ils sont des grands contributeurs à la marché de travail ici. Et comme j'ai déjà cité le programme Orange Corners, aussi, là-bas, ça inclut les stages auprès de nos entrepreneurs néerlandais ici en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, excellent, nous parlons entrepreneuriat et vous avez justement parlé de Orange Corners. C'est une initiative pour aider les startups. Un budget de 180 millions de francs CFA a été voté depuis 2019. Nous étions en 2022 à une cérémonie où des chèques ont été remis aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Nous sommes en 2024, 2019, 2024. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec ce projet? Oui, donc depuis 2019, en Côte d'Ivoire seulement, à ce jour, 160 entrepreneurs ont été accompagnés et financés par ce programme, ainsi que 5400 étudiants ont participé à des sessions d'inspiration à l'entrepreneuriat et en collaboration avec plusieurs universités, ici à Abidjan, mais aussi à Korogo et San Pedro. Donc, c'est un grand succès. Et comme je dis, c'est pourquoi aussi on a démarré et ouvrir une deuxième phase pour ce programme, parce que c'est un grand succès et ça donne beaucoup d'emplois et d'inspiration pour les jeunes Ivoiriens qui veulent être entrepreneurs, parce que cet entrepreneuriat aussi va développer votre économie et va inspirer les autres jeunes encore pour réfléchir aussi de devenir un entrepreneur. Donc, on est très enthousiaste avec le gouvernement ivoirien, très enthousiaste de ce programme en fait. Est-ce que Orange Corner est une inspiration de la politique économique aux Pays-Bas importée en Côte d'Ivoire? On peut dire ça, oui. On donne beaucoup d'appui et d'espace pour les innovateurs aux Pays-Bas dans différents domaines. Oui, donc nous sommes une économie très innovante qui donne beaucoup d'espace pour les innovations. Chaque innovation va être un succès, mais il y a beaucoup d'innovations néerlandaises qui sont devenues un grand succès et qui ont créé une grande contribution à notre économie, en fait, dans différents domaines. Alors, les startups, on va le dire, c'est cette émergence aujourd'hui en termes d'initiatives entrepreneuriales partout dans le monde. Sous nos tropiques, en Côte d'Ivoire, on sait que Orange Corner est aussi dans d'autres pays comme Kinshasa en RDC. Ouais. Quels sont les domaines dans lesquels vous encouragez et vous investissez? Oui, donc pour cette deuxième phase qui a démarré récemment, nous cherchons surtout les innovateurs dans le domaine de horticulture et le cacao. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent nous contacter. On va le mettre en contact avec ESP, qui est l'organisation qui organise ce programme pour l'ambassade.
Et toute l'information sera aussi annoncée sur notre Facebook et notre LinkedIn. Donc, j'invite aussi tous votre spectateurs de devenir membre de nos pages Facebook et LinkedIn, parce que là-bas, toute l'information sur ces programmes sera publiée. Alors, nous avons des milliers de jeunes qui nous suivent, qui sont des friands de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on pourrait savoir si c'était le cas, la tranche d'âge qui permet d'être éligible à Orange Corners? Oui, ça, je dois vérifier avec notre équipe. Je ne sais pas exactement, mais je crois jeune, ça veut dire jusqu'à 35 ans. Donc, c'est un grand groupe de la jeunesse, en fait. Votre pays est on va dire, un hub d'opportunités en termes d'affaires. Je suis un jeune entrepreneur africain. J'ambitionne d'investir aux Pays-Bas. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Oui, si vous êtes un entrepreneur et vous voulez investir aux Pays-Bas ou vous voulez faire des échanges commerciaux avec notre pays, bien sûr, vous pouvez contacter l'ambassade. Nous avons une équipe dédiée à assister aussi les Ivoiriens qui veulent investir et faire du commerce avec notre pays. Il y a aussi des organisations, par exemple Invest in Holland, NFIA, qui est une organisation qui assiste les investisseurs internationaux pour entrer dans notre marché, mais aussi plusieurs organisations qui peuvent assister ces entrepreneurs. Mais premièrement, ça fait la peine de contacter notre ambassade pour obtenir un appui dédié à vos questions. Donc, il y a plusieurs domaines où les Ivoiriens pourraient investir, par exemple l'agroalimentaire, la technologie, l'énergie, la technologie maritime, hydraulique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Mais l'ambassade est le point vocal pour les Ivoiriens. Et aussi, bien sûr, vous avez une ambassade active à La Haye, l'ambassade de Côte d'Ivoire, aussi qui peuvent assister avec ces aventures. Orange Corner, aujourd'hui, on peut dire c'est une satisfaction? Oui, c'est un grand succès, oui. Oui. Alors, nous parlons Société Excellence. L'accès à l'eau potable est une véritable préoccupation dans nos zones rurales. Et le gouvernement des Pays-Bas avait octroyé l'année dernière une enveloppe de 300 millions d'euros pour venir en aide aux populations. À ce jour, où en est exactement ce projet? Oui, donc on a signé un accord de protocole pendant le Sahara. Donc maintenant, nous sommes dans la phase de recevoir la proposition de côté ivoirien. Bien sûr, de grands projets comme ça prend du temps pour développer tout ça. Donc, le financement de projets qui sont possibles sous cette mémorandum sont des projets notamment de l'eau potable, de santé, d'érosion côtière en Côte d'Ivoire, donc plusieurs domaines qui pourraient intéresser le gouvernement ivoirien. Donc, 300 millions d'euros, une enveloppe. Ça veut dire 187 milliards de francs CFA. Donc, nous avons de grands plans et de grandes ambitions. Donc, nous sommes maintenant dans la phase d'échange avec le gouvernement ivoirien où sont leurs priorités et où on peut assister dans ces domaines. Son Excellence, en dehors de l'accès à l'eau potable, auriez-vous d'autres chantiers pour les populations ivoiriennes? Oui, donc bien sûr, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions. Ça dépend bien sûr des Ivoiriens de désigner et de nous expliquer quels sont les besoins. Mais par exemple, dans le domaine de santé et d'infrastructure, il y a beaucoup de défis et de besoins où les Pays-Bas, avec leur savoir-faire, avec leur entreprise, leur organisation pourraient assister. Donc, oui, donc ça fait aussi partie de cette protocole d'accord qu'on a signé. Vous parliez à l'instant du domaine de la santé dans les différents projets avec la Côte d'Ivoire. Votre pays s'est doté d'un système de santé très social. Les municipalités sont responsables de la santé de la population au niveau local et gèrent les soins de santé primaires et les soins médico-sociaux de leurs administrés. Comment cela se présente-t-il concrètement sur le terrain? Oui. Donc, notre système de santé est basé sur la solidarité.
Donc tout le monde contribue à ce système et tout le monde profite de ce système. Donc si vous êtes riche ou pauvre, tout le monde profite du même système. Donc il n'y a pas un hôpital privé et tout ça, tout le monde va au même hôpital. C'est pas la municipalité qui sont responsables, mais les municipalités sont responsables de l'aide à la jeunesse et du travail, les choses comme ça, ainsi que l'assistance aux malades depuis longue durée aux personnes âgées, en fait. Donc, il y a beaucoup de changements dans le secteur santé aux Pays-Bas, mais dans la base, c'est le gouvernement qui est responsable et c'est la population en solidarité qui contribue à ce système. Donc, c'est une forte collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la population en général. Donc, tout le monde est assuré. Ça veut dire que tout le monde peut profiter de notre système santé. Merci, Excellence. Nous parlons politique, la vie politique de votre pays. Vous êtes un pays où cohabitent deux régimes. Le régime monarchique, je précise qu'il est constitutionnel, votre régime monarchique, et vous avez également un régime parlementaire. Comment cohabitent ces deux régimes? Oui, donc aux Pays-Bas, on parle d'une monarchie constitutionnelle et un pouvoir parlementaire. Donc le roi qui m'a envoyé ici en Côte d'Ivoire, en fait, c'est surtout une fonction symbolique. Donc, ce n'est pas le roi qui a le pouvoir aux Pays-Bas, c'est la population, le peuple, par le Parlement qui a le pouvoir. Et notre Parlement est élu par la population. Donc, malgré il y a beaucoup de traditions royales et tout ça, et moi je suis l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, je représente en fait la volonté politique, la volonté du gouvernement actuel, qui vient du pouvoir parlementaire. Donc, c'est ça la monarchie constitutionnelle. Donc, bien sûr, on a beaucoup de respect pour notre roi, qui joue un rôle très important dans notre société, qui rassemble toute la culture, toute la population, surtout quand il y a des crises ou quelque chose comme ça. Et symboliquement aussi, il nomme le ministre du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui a le pouvoir de la politique en Pays-Bas. Voilà. Excellence, nos échanges sont passionnants, mais malheureusement le temps court. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. On va rapidement anticiper la question suivante. Votre pays a été fondé en 1815 par William Ier. Qui est-il? C'était en 1815 par Willem Ier. Donc, on a passé d'une république à une confédération en 1581, établissant la République de 7 provinces unies après leur déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'Empire espagnol, au milieu de conflits politiques et religieux. Donc, cette confédération qui a créé après recouvrait plusieurs provinces dans le but de garantir l'indépendance et leur sécurité. Cependant, en 1815, après la défaite de Napoléon et la réorganisation de l'Europe par le Congrès de Vienne, les Pays-Bas ont été unifiés avec des territoires adjacents pour former en fait le royaume des Pays-Bas sous la règle de Willem Ier. Donc, alors, culture à présent avec Prisca. Alors, Excellence, moi j'ai une question toute simple. C'est vrai que vous êtes là depuis seulement 7 mois. Est-ce que vous avez déjà dégusté les mets ivoiriens? Et si oui, qu'est-ce que vous connaissez? Oui, j'ai bien sûr profité de votre cuisine, par exemple, hein, qui est très riche, attiqué et toutes les choses. Attiqué, c'est moi. Attiqué. Donc, c'est la loco? À loco aussi, oui. Donc, tous les repas, j'ai déjà. Il y a de très belles et bons restaurants ivoiriens ici à Abidjan, donc oui. Mais est-ce qu'il y a un pont entre notre cuisine et la vôtre, la cuisine néerlandaise? Ben, je peux dire, et je crois que la plupart des Néerlandais qui visitent votre pays sont d'accord avec moi que la cuisine ivoirienne, c'est beaucoup mieux que notre cuisine. Donc, c'est un honneur. Je peux dire ça, oui. C'est plus riche que le nôtre. Oui. Que mangent généralement les Néerlandais?
Oui, comme je dis, vos repas sont plus riches que le nôtre. Mais le néerlandais, en la base, il mange la viande, le poisson, des légumes et tout ça. C'est très simple. Et c'est pas très pimenté. Donc, c'est surtout le sel et le poivre. Mais parce qu'on est devenu un pays multiculturel et avec beaucoup d'influence de l'étranger, maintenant, on peut trouver toute la cuisine internationale aussi aux Pays-Bas. Donc, voilà, c'est donc la fin de cette émission, mais nous allons aborder rapidement le pan des sports. Votre pays arbore la couleur orange, la Côte d'Ivoire également, notre équipe nationale. Est-ce que pendant la CAN, les couleurs ivoiriennes vous ont fait penser à votre pays? Oui, bien sûr, ça semble un peu que notre fête nationale en fin d'avril, hein, pour célébrer la fête de l'anniversaire de notre roi, où tout le pays est en orange. Donc, ça semble un peu comme la fête de notre roi ici, après la finale de Cannes. On était très contents, bien sûr. Les Néerlandais aussi aiment beaucoup le football. Il y avait aussi beaucoup de footballeurs néerlandais qui sont venus pour voir la finale. Et on a aussi organisé une fête chez moi à la résidence pour quelque chose de spécial. C'est le Women World Cup Football. Donc, on voulait faire une promotion de football féminin qui il y aura leur Coupe du Monde en 2027 et on espère d'organiser cette Coupe du Monde féminine chez nous en Pays-Bas avec la Belgique et l'Allemagne. Donc, on a invité des footballeurs néerlandais pour ce moment-là. Johan Neeskens, Clarence Seedorf et bien sûr aussi le footballeur ivoirien pour mettre le point sur cet événement. Qu'est-ce que vous pensez de la victoire des éléphants pour terminer à la CAN 2023? Oui, nous sommes très contents avec cet événement et bien sûr c'est un grand comment se dire, c'est fantastique que la Côte d'Ivoire qui était le hôte de ce grand événement très réussite aussi a gagné cette Coupe Afrique. Donc tout le monde était très content et tout le monde qui habite ici à Abidjan a profité de cette grande fête, y inclut notre équipe de l'ambassade. Donc, félicitations encore une fois avec cette... Merci infiniment, Excellence. Des petits mots à dire avant de terminer? Merci, Excellence. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Elvio. Merci beaucoup. Et moi, je souhaite vraiment que la prochaine fois qu'on voit Excellence, qu'il ait son maillot ivoirien en plus de celui des Pays-Bas. Ce serait sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Mot de fin à nos téléspectateurs? Non, je voudrais dire, si vous voulez savoir plus de nos activités ici en Côte d'Ivoire, devenir membre de nos pages médias sociaux, par exemple notre page LinkedIn ou Facebook, pour suivre nos activités et pour échanger avec nous. Merci, Excellence. Merci, Ivan. Merci, Prisca. Merci infiniment, Excellence, d'avoir accordé cette interview à Lumière du Monde Télévision. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous profitons pour signer cette émission. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce énième plateau de Elview, l'émission consacrée, vous le savez, à l'élite sur Lumière du Monde Télévision. Et pour ce numéro, nous recevions Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire pour échanger autour de la coopération bilatérale entre les deux pays et également parler des atouts touristiques, économiques et bien d'autres de son pays. Merci, Excellence, et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. Bonsoir.